Nord. D'autre part, bon, il y a toutes les mesures d'austérité ici en Europe, crise économique, etc. Au Canada, on n'a pas été tellement affecté par la dernière récession. Donc, tout ça pour vous dire que je me suis rabattu sur une thématique qui m'est chère et à travers laquelle j'évolue depuis une bonne quinzaine d'années, soit l'immersion technologique. Donc, c'est un peu l'objet de l'article que j'ai proposé. C'est des préoccupations que j'ai. Malheureusement, je n'ai pas de conclusion. Ce que je souhaite faire aujourd'hui avec vous, c'est soulever certaines questions. Donc, à l'aube du 21e siècle, montée en puissance, comme le mentionnait la présidente des technologies du numérique, des technologies de simulation. Pour ma part, en tant que professeur qui enseigne ces technologies de la simulation, imagerie de synthèse, etc., interactivité, 3D temps réel, ça m'interpelle puisque, bon, on assiste nécessairement au sein de cette chaire. Alors, ma présentation, on m'a mentionné que j'avais une dizaine de minutes, donc je suis très bref. Au départ, j'avais préparé une présentation d'une vingtaine de minutes. On m'a expliqué que ce n'était pas la formule ici. C'est une formule qui me plaît bien, ce petit 10 minutes, qui laisse place par la suite à la discussion. Donc, je fais un très très rapide survol sur une genèse du dispositif immersif, afin de faire la démonstration qu'effectivement, il y a une montée en puissance de ces technologies numériques-là à l'aube du 21e siècle, mais que lorsqu'on regarde derrière, pour moi, on constate vraiment que ce rêve de transcendance qu'on associe aux technologies immersives, mais pour moi, c'est vraiment une permanence historique dans l'esprit humain, vous le constaterez. D'autre part, ce sont des mots-clés comme ça que j'ai sortis lorsque je me suis mis à réfléchir à la présentation. Ce fameux rêve de transcendance qui est, selon moi, universel, cette montée en puissance des technologies immersives qui fait partie d'une forme d'utopie. Donc, je crois que nous sommes en lieu de comprendre cette allégorie-là. Sinon, dès 60 ans avant Jésus-Christ, on retrouve déjà une première fresque panoramique à Pompéi, donc déjà une intention de développer un dispositif technique, entre guillemets, pour vivre l'immersion. On avait une petite exposition récemment sur tout ce qui était art byzantin. Donc, vous connaissez aussi toutes les querelles iconoclastes qui ont eu lieu autour des années 700-800. Donc, où on constate une montée en puissance de l'image et du simulacre. Donc, déjà, on parle du simulacre et de cette force-là. On essaie de prendre contrôle de la force des images. Donc, tout ça, pour moi, c'est une suite logique par rapport à la force de l'image, du simulacre, etc. Par la suite, M. Paolo Uccello, qui s'est un peu perdu dans cette perspective-là, qui en est devenu fou. Donc, ce qui me fascine lorsque je regarde les esquisses de M. Uccello, c'est ça me rapporte beaucoup à l'imagerie de synthèse, donc cette approche très, très mathématique, cette fameuse calculabilité de l'espace. Je vois ici le teapot dans 3D Studio Max ou dans Maya, là, pour ceux qui connaissent ces logiciels d'imagerie de synthèse. Donc, un petit clin d'œil comme ça. Bon, on a de la peinture d'Alberti, un grand classique, où là, vraiment, on assoit la perspective et on met en place la calculabilité de l'espace, qui pour moi est la clé lorsqu'on parle de dispositifs numériques immersifs. Donc, intéressant de s'y référer aussi. Vient par la suite la caméra obscura, donc où pour la première fois on projette sur un canevas un fragment de l'étoffe de la réalité. Donc, on réussit maintenant à saisir virtuellement l'essence de la réalité en un clic. Donc, pour moi, encore une fois, ça fait partie d'une évolution. Une fascination à saisir le simulacre et à le projeter. Une forme de divertissement qui a été extrêmement populaire entre le 17e et le 19e siècle, la fantasmagorie, donc, qui est née des fameuses lanternes qui nous permettaient de projeter certaines images, animées ou non. Donc, encore, bon, on est dans le siècle où la rationalité commence à prendre place.
Et pour moi, la fantasmagorie, c'est à cette époque-là, c'est une forme de divertissement qu'on a tendance à oublier, mais qui était tout aussi populaire que le cinéma à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est très représentatif d'une soif de s'évader du fameux jeu cartésien qui commence vraiment à s'insérer en Europe à cette période. Autre divertissement extrêmement couru au 18e et 19e siècle en Europe, le panorama, donc qui illustre ces fameuses conquêtes coloniales, notamment grandes scènes de combat, de guerre. Donc c'est une stratégie immersive déployée à cette époque vraiment pour permettre aux gens de voyager sans se déplacer. Donc c'est un peu ce qu'on fait à travers aujourd'hui nos jeux vidéo, le cinéma et tous les médias, bref. Donc, c'est encore une fois un divertissement qui était très, très populaire, sinon le plus populaire en Europe à cette période, mais on a tendance à l'oublier parce que le temps file et on passe à autre chose, mais j'aime bien ramener ça à mes étudiants, leur expliquer qu'effectivement, ce désir d'évasion, d'immersion, c'est vraiment une forme de permanence dans l'esprit de l'homme. Bon, je passe rapidement le cinéma des Frères Lumière. Ceci dit, pour moi, la meilleure façon de résumer ce cinéma, ce premier cinéma, pour moi, je trouve ça très poétique de parler d'un premier dispositif qui permettait de photographier le temps. Donc, c'est toute une nouvelle façon de comprendre le média, de comprendre l'image. Donc, c'est une image qui s'exprime dans le temps. Bon, ensuite de ça, je pourrais parler de l'avant-garde, notamment du futurisme italien, qui a été très actif au début du 20e siècle à parler de la performance, d'interactivité, donc un paquet de dispositifs techniques qui sont déployés pour faire en sorte que la distance critique entre le performeur et le public soit réduite. Donc, quelques images comme ça. J'aime aussi me référer à M. Eisenstein, qui est un des grands théoriciens du cinéma. Ce dernier, à la grande surprise, et souvent je surprends des gens avec ça, nous a pondu un texte qui se nomme Au stéréokino. Et M. Eisenstein nous fait comprendre que le cinéma d'avenir ou le divertissement d'avenir sera le cinéma en relief, ou quelque chose qui s'y rapproche. Donc, fort intéressant de voir que ce si grand penseur mentionne que douter que le cinéma relief soit le cinéma de demain est aussi naïf que douter de la possibilité de demain en général. Bon, on a tous fait l'expérience des avatars 3D. Bref, nous ne sommes pas encore convaincus. Il y a des irritants. Ce n'est pas un cinéma qui, selon moi, est encore tout à fait au point. Mais je demeure convaincu que M. Eisenstein avait quand même une certaine vision de ce que l'avenir nous réservait. Peut-être pas aujourd'hui, mais si on se projette dans 500 ans, je crois que nous y serons presque. Malheureusement, nous n'y serons pas. Donc, très rapidement, je pourrais passer rapidement sur certains dispositifs qui ont été créés au début du 20e siècle. Bon, certains dispositifs un peu anecdotiques. Donc, le Sensorama de Morton Helling qui intégrait dans les années 60-70 une foule, faisait intervenir une foule de sens, dont l'odorat, la vision, la motion, le tremblement, le vent, etc. Donc, c'est un peu le premier simulateur de réalité virtuelle qui nous a été pondu par M. Morton Helling dans les années 60, mais sans ordinateur. Il s'agissait d'un truc qui n'impliquait pas l'interactivité. Pour moi, bon, la clé par rapport à tout ça, la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui des nouveaux médias, les médias numériques, c'est évidemment le paradigme informationnel de M. Lambert Wiener, donc tout ce qui est cybernétique, tout ce qui est information, c'est presque de la philosophie, c'est presque... Donc, pour lui, l'ordinateur devenait, parce que à cette période-là, les ordinateurs étaient des calculateurs extrêmement puissants, et c'est tout. Donc, M. Ramlet Licklider s'est mis à penser l'ordinateur comme finalement un prolongement de l'être humain. Donc, c'est un peu aussi un discours qu'on retrouve chez Marshall McLuhan, qui est un penseur canadien qui est assez
qui a fait ses marques au 20e siècle. Donc, par la suite, on a M. Douglas Engelbart. Parfois, on a tendance à oublier ces fameux pionniers-là. On ne comprend pas pourquoi on est là, pourquoi on a l'ordinateur, la souris, etc., pourquoi on travaille dans Windows, qui a réfléchi à ces concepts qui nous apparaissent vraiment, comment dirais-je, normaux. Ce sont des concepts tout à fait normaux, entendus, etc. Donc, il y a des gens qui ont pensé à ces dispositifs-là, qui les ont optimisés, dont M. Engelbart, qui a pensé à l'ordinateur, lui aussi, comme plus qu'une machine à calculer. Donc, ce serait vu et pensé en fonction d'un facilitateur de communication entre les hommes et ce qui permettrait éventuellement de favoriser la croissance de leur intelligence. Est-ce que nous y sommes? Lorsque je vois des gens passer 3-4 heures sur Facebook à chaque jour, je ne suis pas convaincu qu'on a favorisé la croissance de leur intelligence. Mais bon, c'était l'objectif initial. On a aussi pensé à cette période à combiner un écran vidéo avec un ordinateur afin d'établir un dialogue graphique avec ce dernier. Quand même assez innovant pour la période. Sinon, je pourrais vous parler du curseur de souris, le logiciel de traitement de texte. Il est aussi à l'origine du premier réseau ARPANET qui était développé pour les grandes universités américaines et l'armée à cette époque-là, qui s'est par la suite transformé en l'Internet au World Wide Web que l'on connaît bien aujourd'hui. Donc, quelques images de mes archives comme ça, que j'ai sorties pour le plaisir. L'Altair 8800 conçu en 1975, qui était le premier ordinateur personnel, et il était livré en pièces détachées. Donc, je ne vous montre pas le truc, c'est vraiment beaucoup plus complexe qu'un mobilier IKEA. C'était quelque chose qu'il fallait presque être ingénieur pour pouvoir mettre en fonction cet ordinateur-là. Sinon, ici, premier ordinateur portable d'IBM, vendu à 10 000 entre 10 000 et 20 000 à cette époque. Ce que devient avec l'évolution de l'informatique moderne, c'est aussi l'accessibilité. Donc, jadis réservé à une élite, aujourd'hui, on parle, bon, il y a encore des problèmes d'accessibilité, des problèmes d'accès web dans certains pays en développement, mais bon, on y travaille tous, je crois. Alors, le premier ordinateur personnel disposant d'une interface ergonomique, le Macintosh 128K. Je passe rapidement. Ce qui est intéressant avec M. Sutherland, c'est qu'il a été, en 1962, le premier à penser une interface graphique comme ordinateur. Donc, c'est le premier logiciel de dessin assisté par ordinateur, le Sketchpad, qui a été réfléchi par Sutherland en 1962. Sutherland a été vraiment un acteur clé par rapport à tout ce qui est lié à l'immersion. Il a été l'auteur du texte fondateur de la réalité virtuelle qui se nomme The Ultimate Display. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés vraiment par tout ce qui est en lien avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il faut connaître Ivan Sutherland. C'est vraiment le plus grand penseur et celui qui a été à l'origine du premier texte. Ce dernier de ne me répondre absolument rien et de retourner sur son iPhone. Alors, ou son iPhone. Alors, voilà pourquoi, pour moi, le numérique, les technologies numériques, les technologies de simulation, peu importe le support, qu'il soit écran, qu'il soit dispositif d'immersion forte, soulève un paquet de questions. Je vous mentionnais initialement dans ma conférence que je m'étais tourné vers le volet constructif de la chose, c'est-à-dire cyberthérapie, cyberpsychologie. C'est parce que j'ai été confronté au cours des dernières 15 années à ces jeunes-là qui, selon moi, commencent à se perdre un peu, commencent à se dématérialiser. On a beau parler de communauté virtuelle, de village global, etc. Pour moi, malgré mon jeune âge, et je suis né dans les technologies, c'est inquiétant. Et la clé, parce qu'on doit conclure, je crois que le monsieur avant moi a vraiment mis le doigt sur la clé, c'est l'éducation et la communication. Vraiment, c'est là où on doit intervenir. Et je me fais un devoir, dans le cadre de nos formations à l'Université du Québec, de sensibiliser les jeunes à ce péril-là qui les guette, la montée en puissance des technologies numériques à l'aube du 21e siècle. Merci.